C'est une belle opportunité, en fait, ce soir, de partager des résultats de ma recherche. Estelle l'a déjà brièvement évoqué. Donc, c'est un livre qui est dédié aux traductrices, aux femmes de lettres du XVIIIe siècle et aux stratégies des traductions employées. En étudiant les traductions littéraires écrites dans l'espace franco-allemand du XVIIIe et XIXe siècle, j'ai remarqué que toute la gamme du genre paratextuel est présente. Les traductrices et traducteurs accompagnent leurs œuvres par des dédicaces, des préfaces ou bien par des notes. Tandis que les dédicaces s'adressent souvent à des souverains et des souveraines, les préfaces servent à présenter l'auteur, son œuvre et son époque, à défendre l'approche de traduction choisie et surtout à demander la bienveillance du public face à d'éventuelles fautes ou maladresses dans les textes traduits, le traditionnel captatio benevolentiae. Et les notes en bas de page ou en fin de volume, finalement, donnent des informations supplémentaires ou commentent le contenu. À première vue, on ne remarque pas de différence fondamentale entre la manière dont un homme traducteur et une femme traductrice emploient des paratextes. Mais en regardant de plus près, on se rend compte que beaucoup de traductrices ressentent le besoin de s'articuler sur leur statut de femme ou bien sur le rôle de la femme dans la société en général. Il s'agit donc d'un geste réflexif qui, selon mes recherches, est quasiment inexistant chez les traducteurs hommes. Et cela n'est pas surprenant si l'on considère que le champ littéraire à l'époque était en grande partie dominé par une élite masculine, tandis que la pratique d'une femme de lettres n'allait pas de soi et faisait toujours objet de controverses et donc objet de réflexion. Dans ma contribution, je vais me concentrer sur un genre paratextuel en particulier, la note de la traductrice. Et je vais essayer de caractériser les différentes fonctions qu'elle peut remplir selon la motivation et la posture individuelle de la femme qui traduit un texte spécifique dans un certain moment de l'histoire. Rappelons-nous d'abord la définition formelle que donne Gérard Genette en 1887 dans son œuvre de référence sur les paratextes sous le titre « Seuil ». Une note est un énoncé de longueur variable, un mot suffit, relatif à un segment plus ou moins déterminé du texte, et disposé soit un regard, soit en référence à ce segment. Le caractère toujours partiel du texte de référence et par conséquent le caractère toujours local de l'énoncé porté en note me semble le trait formel le plus distinctif de cet élément de paratexte qui l'oppose entre autres à la préface. En lisant et en relisant Genette, il est frappant de voir qu'il ne s'interroge pas davantage sur les notes employées par les traductrices et traducteurs, mais que ces observations sont néanmoins souvent valables pour leur pratique aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais bien évoquer 4 exemples de notes traductrices tirées des œuvres traduites par Louise Kulmus, la future mariée Gottsched, Marie-Elisabeth de Lafitte, Caroline Vouillet et Esther Gath. Vous voyez qu'avec Louise Kulmus, je saute un peu en avant et puis on se rapproche gentiment du tournant du XVIIIe au XIXe siècle. Le premier exemple de note est issu d'une traduction publiée anonymement en 1731 par Louise Kulmus, la future épouse de Johann Christoph Gottsched. Il s'agit de la version allemande du traité d'éducation intitulé « Réflexions nouvelles sur les femmes » de 1727 d'Anne-Thérèse de Lambert. Ce projet remonte à une suggestion de son fiancé Johann Gottsched, comme en témoigne une lettre que Louise lui adresse le 27 octobre 1730, à l'âge de 17 ans. Elle y souligne à quel point elle apprécie les positions pédagogiques soutenues par de Lambert. Donc là, c'est moi qui ai traduit ce petit bout de lettre. Mais j'aime particulièrement la marquise de Lambert. Quelle mère incomparable! Elle apprend à sa fille à ne pas se fier aux signes extérieurs de sa jeunesse, de son sexe, mais à éduquer son cœur, à éclairer son esprit et à acquérir de véritables avantages. Je vais suivre votre conseil et m'aventurer à le traduire. Environ un an plus tard, la traduction allemande de Louise Kulmus est déjà disponible sous le titre « Der Frau Markgräfin neue Betrachtungen über das Frauenzimmer ». Au début, Louise Kulmus avait apparemment résisté
à une publication, comme le montre une autre lettre datée de 1731 qui a été jointe à sa traduction au lieu d'une postface. Si Louise Koolmoes ne peut pas empêcher la publication de sa traduction, elle demande qu'au moins son nom et son sexe soient épargnés. Finalement, sur la couverture, vous le voyez bien, son nom restera caché, tandis que son genre et son âge seront révélés dans le sous-titre aus dem Französischen übersetzt durch ein junges Frauenzimmer, donc traduit du français par une jeune femme. Indépendamment de son désir d'anonymat, la jeune Louise Koolmoes témoigne de sa volonté de réfléchir sur la question de l'éducation féminine et de faire découvrir au public allemand une auteure française, Anne-Thérèse de Lambert, qui défend des positions proches des siennes. Grâce à sa traduction, Louise Koolmoes tâche de promouvoir le type de femmes éduquées esquissé dans ce livre, aussi en Allemagne. Bien qu'il s'agisse d'un travail de commande qui se conforme au programme politico-littéraire lié à l'aube du siècle des Lumières, donc la Frühaufklärung, Louise Koolmoes peut s'y identifier aussi personnellement. Mais par moments, la traductrice tient à préciser et à nuancer sa propre position face aux propos exprimés par de Lambert. Et c'est le moment où elle recourt à des notes de la traductrice. Un exemple parlant se trouve dans le contexte d'une remarque critique par de Lambert sur les femmes galantes, qui, contre toute raison, s'abandonnent au plaisir de l'amour. Elle souligne le fait que la véhémence de la passion soit capable d'emporter sur la raison, et de Lambert renvoie à des propos correspondants dans les essais de Montaigne. Dans sa traduction allemande, Louise Koolmoes ajoute à cet endroit précis une note en bas de page qui renvoie à la princesse de Clèves, la protagoniste du roman éponyme de Madame de Lafayette, paru en 1678. Donc je vous lis le texte de départ. Montaigne n'a pas ses dispositions quand il était touché. C'est un philosophe qui parle. Je me sentais, dit-il, enlevé tout vivant et tout voyant. Je voyais ma raison et ma conscience se retirer, se mettre à part, et le feu de mon imagination me transporter hors de moi-même. Chez Louise Koolmoes, Montaigne beschreibt uns diesen Zustand, da auch gerührt ward. Es ist ein Philosoph, der also redet. Ich fühlte mich entführt, da ich doch lebte und sah, meine Vernunft und mein Gewissen verließen mich und sonderten sich von mir ab. Donc là, pour l'instant, rien de surprenant. Puis, il y a la note en bas de page. Montaigne beschreibt uns diesen Zustand. Voilà. Der Herr von Montaigne ist ohne Zweifel nicht von der Meinung gewesen, dass ein Philosoph Herr seiner Leidenschaften sein soll. Sonst hätte er den, der all hier aufgeführt wird, nicht auf solche Art reden lassen. In diesem Stücke übertrifft ihn die Prinzessin von Clèves. Sie spricht, l'amour me sait conduire, mais il ne saurait pas m'aveugler. Die Liebe kann mich zwar leiten, aber verblenden kann sie mich nicht. Gewiss ein Ausdruck, den man eher von einem Philosophen als von einer Dame vermuten sollte. Donc en français, le seigneur de Montaigne n'était sans doute pas d'avis qu'un philosophe doit être le maître de ses passions. Autrement, il n'aurait pas laissé parler ainsi celui qui est cité ici. Dans cette pièce, la princesse de Clèves le surpasse. Elle dit « L'amour me sait conduire, mais il ne saurait pas m'aveugler ». C'est certainement une expression que l'on attendait d'un philosophe plutôt que d'une dame. Dans sa note, Louise Koolmoes souligne le comportement vertueux de la princesse de Clèves par le biais d'une de ses répliques, dans laquelle le pouvoir de l'amour est remis à sa place. L'amour me sait conduire, mais il ne saurait m'aveugler. Dans le roman de Lafayette, c'est effectivement la princesse qui renonce, après la mort de son mari, à son amour pour le duc de Nemours. En renvoyant à cette citation, Louise Koolmoes oppose le philosophe Montaigne dévoué à l'amour, d'une part, à la dame en la personne de la princesse qui défie l'amour, d'autre part. De cette façon, elle met en quelque sorte en question les remarques de Lambert sur les galantes femmes qui cèdent à leurs émotions sans résistance. La fonction de cette note ne se limite cependant pas à corriger, entre guillemets, les réflexions exprimées par de Lambert et à souligner la rationalité du sexe féminin. Le commentaire de Koolmoes est également une allusion à sa propre traduction allemande de la princesse de Clèves. Cette traduction date probablement de 1728 et restera inédite. Néanmoins, elle joue apparemment toujours un rôle important
pour Louise Koolmoes, qui réévalue les propos d'Anne-Thérèse de Lambert par les billets et son renvoi intertextuel au roman de Madame de Lafayette. Ainsi, elle fait de la princesse de Clèves une garante de ses propres vues sur la vertu féminine. Chez Louise Koolmoes, comme on vient de le voir, la note de la traductrice reflète l'ancien préjugé selon lequel le sexe féminin était trop émotionnel. Dans son rôle de jeune traductrice, elle ose le mettre en question, en s'appuyant sur l'autorité de Madame de Lafayette. Le deuxième exemple d'une note de la traductrice est tiré de la traduction française que Marie-Elisabeth de Lafitte a faite du roman épistolaire Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim de 1771 sous le titre Mémoires de Mademoiselle de Sternheim en 73. Voici la couverture de la traduction. Ce roman de l'auteure Sophie von La Roche a suscité des controverses lors de sa parution, entre autres car elle s'interroge d'un point de vue féminin et de façon critique sur l'institution du mariage. Comme l'auteure elle-même, la traductrice française ressent elle aussi le besoin de se positionner face aux normes qui règnent sur l'homme et la femme à son époque. Mais, et on va le voir dans un instant, une telle prise d'opposition ne doit pas être forcément progressiste ou émancipatrice. La note en question se trouve avant la lettre d'un personnage féminin, une certaine Madame Hills, qui est patronne et fondatrice d'une école de filles, et qui s'adresse dans sa lettre à un homme d'église, Reverend Brown. Après avoir expliqué la raison pour laquelle elle a écrit sa lettre, Madame Hills s'excuse pour son expression et son écriture déficitaire. Ne vous effrayez pas, au moins, monsieur le pasteur, si, au lieu d'une lettre de Madame Lydens, vous en recevez une de moi, etc., etc. Je ne puis pas bien dire les choses comme je le sens, et pour écrire, je n'y entends rien du tout. Donc, avec un empressement servile, Madame Hills fait appel à l'indulgence du pasteur face à son manque d'expression. Mais, selon la traductrice Marie-Elisabeth de Lafitte, cette autocritique du personnage féminin ne constitue pas une excuse suffisante. C'est la raison pour laquelle la traductrice fait précéder la lettre de Madame Hills d'une note de la traductrice, dans laquelle elle critique ouvertement le comportement de Madame Hills et demande à ses lecteurs d'être généreux avec elle. Vous le voyez là en bas. Je prie le lecteur de suspendre un instant son jugement sur le style de cette lettre. Madame Hills va faire l'aveu qu'elle ne s'entend point du tout à écrire. Elle est si bonne, cette Madame Hills, qu'elle peut se passer d'avoir de l'esprit. Aussi, l'auteur et la traductrice ont cru qu'on ferait grâce au mauvais tour de ces phrases en faveur de l'excellence de son cœur. Dans sa note, Lafitte renvoie donc à un préjugé stéréotypé selon lequel le sexe féminin n'a que peu de capacités intellectuelles, mais d'autant plus de bonté. Le manque de l'un pourrait être compensé par l'abondance de l'autre. Elle est si bonne, cette Madame Hills, qu'elle peut se passer d'avoir de l'esprit. Autrement dit, tant que Madame Hills se distingue d'une vertu féminine traditionnelle, telle que la bonté du cœur, l'on peut fermer les yeux sur son écriture maladroite. Si Lafitte anticipe et renforce l'autojustification de Madame Hills, elle le fait aussi dans son propre intérêt. Face au style de cette lettre, la traductrice demande à son lectorat de la bienveillance, non seulement pour protéger le personnage féminin du roman, mais surtout pour s'immuniser elle-même contre d'éventuelles critiques. Lafitte se distancie donc du style d'écriture bancale de Madame Hills en rejetant toute responsabilité à cet égard. Pour reprendre les mots de Genette, une telle note vise à dédouaner l'auteur de la conduite et des opinions de ce personnage. Et donc, si vous remplacez l'auteur par la traductrice, vous avez exactement le cas de figure présent chez Lafitte. Grâce à sa note de la traductrice, Lafitte place la problématique de l'éducation féminine hors du contexte fictif du roman épistolaire et affirme ainsi le préjugé selon lequel les femmes doivent se distinguer moins par l'intellect que par la vertu. Le Reverend Brown et avec lui l'ensemble des lecteurs et des critiques forment une sorte de tribunal qui transgresse la frontière entre fiction et réalité et devant lequel un personnage comme Madame Hills doit se justifier.
dès qu'elle prend la parole ou écrit une lettre, et la traductrice avec elle. Selon Genette, une telle note en bas de page étant, je cite, « coup de pistolet référentiel dans le concert fictionnel », un Pistolenknall im Fiktionskonzert. Donc un élément qui déchire d'un coup l'illusion créée par l'œuvre littéraire d'être un univers à part. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La traductrice met le nez du lecteur sur la puissance des normes liées au sexe, des normes pourrait-on ajouter, dont elle ne veut pas ou dont elle n'arrive pas à se libérer elle-même. Le troisième exemple d'une note de la traductrice est particulière, dans le sens qu'elle est issue d'une pseudo-traduction, donc d'une traduction fictive qui n'a pas de texte source. Au début du XIXe siècle, on peut observer, surtout lors de ce qu'on appelle l'anglomanie en France, un véritable boom de textes originaux déguisés en traduction, notamment des romans gothiques qui jouissaient d'une grande popularité auprès du public français. Économiquement parlant, c'était une stratégie très efficace pour les auteurs de déguiser un texte comme une traduction d'un roman anglais, car la demande des lecteurs et lectrices était quasiment infinie. Caroline Vouillet, que je souhaite vous présenter maintenant, était auteure, dramaturge, librettiste et, c'est intéressant aussi, une des premières critiques d'art féminines de son époque. En 1810, elle publie le roman « Le couvent de Sainte-Catherine » ou les mœurs du XIIIe siècle, qu'elle déclare comme la version française d'un roman historique de l'auteur à succès Anne Radcliffe. Selon la préface de Vouillet, le roman de l'auteur anglaise aurait été publié en Angleterre sous forme de subscription et était donc peu connu. Dans une note du traducteur qui comprend 2 pages entières, donc là vous voyez le début, et puis ça court jusqu'ici. Donc dans une note de traducteur qui prend 2 pages entières, vous voyez censure le personnage féminin du roman, Mathilde Percival, parce qu'elle avait déclamé un poème en allaitant son enfant et risquait par conséquent d'être ridiculisée comme une femme de lettres. Selon ses propres mots, la prétendue traductrice avait voulu protéger Mathilde en omettant du corps du texte ce poème qu'elle avait déclamé. Donc je cite le début de la note. « Comme j'ai cru que Mathilde Percival ne devait pas avoir les ridicules d'être femme de lettres, j'ai classé à part cette tirade qui devait être insérée dans le 13e chapitre. Je ne sais si je suis restée au-dessous de mon modèle en voulant imiter la force des images, mais je crois l'avoir égalée toutes les fois que je peins les troubles de la douleur ou les émotions de l'amour maternel. » Et puis il y a le poème qui vient. La démarche de la traductrice nous rappelle à première vue la note que Marie-Elisabeth de Lafitte avait placée avant la lettre de Madame Hills afin de demander l'indulgence du public face au style d'écriture maladroite de la protagoniste. Mais ici, chez Caroline Vouillet, on remarque un niveau supplémentaire, méta-réflexif. Car sa note, placée à la fin du livre, ne sert pas seulement à justifier la prétendue omission du poème, mais devient elle-même un espace de création poétique dans lequel Vouillet présente à son tour un poème français, censé être la traduction du poème original anglais effacé. La rhétorique paratextuelle de la pseudo-traductrice a une double visée. D'une part, Vouillet semble affirmer le scepticisme face aux femmes de lettres lorsqu'elle prétend avoir supprimé le poème de Mathilde Percival pour le protéger contre la moquerie du public. D'autre part, dans son rôle assumé de traductrice, Vouillet défie les attentes de ses lecteurs et expose avec assurance son propre talent poétique en publiant un poème prétendument traduit qu'elle a en fait écrit elle-même, comme d'ailleurs tout le roman. Grâce à sa note en bas de page, Vouillet ouvre un espace dans lequel elle peut, en tant que femme, faire preuve de ses capacités littéraires sans s'exposer en tant que poétesse.
Sa démarche a bien évidemment un aspect de mascarade. Voyez présente une traduction d'Anne Radcliffe qui n'est pas une, puis elle prétend omettre un poème qui n'existe que dans son imagination, puis elle présente la traduction du dit poème qui est en réalité son propre poème à elle. Voyez joue donc avec les attentes de ses lecteurs, mais les messages sous-jacents qu'elle souhaite faire passer est sérieux. Une femme traductrice est moins soumise aux restrictions imposées au sexe féminin qu'une femme auteure, car elle profite d'une certaine marge de manœuvre. Voyez, dans son double rôle d'auteur et de pseudo-traductrice, réussit à exposer cette marge de manœuvre de façon performative, dans cet espace qu'elle a créé avec sa note. Ainsi, elle rend tangible la relation complexe et ambivalente qu'entretiennent les femmes de son époque avec les activités de traduction et d'écriture. Par conséquent, on peut dire que la note du traducteur n'est pas seulement un reflet des normes sociales restrictives, mais une véritable réflexion du double mécanisme de dévalorisation lié au phénomène de la traduction. Tout comme la traduction est subordonnée à l'acte de l'écriture originale, le genre féminin est hiérarchiquement subordonné au genre masculin dans la norme sociale de l'époque. Dans le cadre de sa note du traducteur, Fouillé expose cette dévalorisation et l'exploite pour ses propres causes. D'un côté, elle critique les préjugés stéréotypés contre les femmes des lettres. De l'autre, dans son rôle de traductrice supposée, elle contourne ces préjugés et met en scène son propre talent poétique. Ainsi, sa note du traducteur s'avère être un acte émancipatoire dans lequel convergent la critique sociale et l'affirmation de ses propres exigences artistiques. Pour conclure, je souhaite esquisser brièvement la démarche paratextuelle d'une quatrième traductrice qui fait de sa note en bas de page une prise de position religieuse et politique. Issagat est une auteure et traductrice juive, germanophone, qui a été d'ailleurs appelée la Wollstonecraft allemande. Amie de Rahel Varnhagen et de Jean Paul, elle a fait ses débuts littéraires en 1790 avec une traduction d'une nouvelle anglaise anonyme sous le titre Marcus and Monimia. Cette nouvelle raconte, comme l'a montré Monica Maya, l'histoire d'un mariage d'amour que le père de la mariée souhaite empêcher au dernier moment pour envoyer sa fille au cloître. Le futur époux se rebelle contre la religion catholique quand il dit, je cite dans ma traduction, « Il n'est pas digne d'être appelé un père qui peut sacrifier son enfant à l'avarice et à l'orgueil. Ce n'est pas non plus une vraie religion que d'accepter un vœu que Dieu et la nature interdisent. » Ici, à cet endroit, Estergaard ajoute une longue note pour justifier son choix de ne pas omettre cette critique de l'Église catholique dans sa traduction allemande. Au début, elle renvoie à son identité de femme et de femme juive. Donc c'est moi qui traduis. Ce serait m'habiller bien mal si je voulais faire l'éloge de ma tolérance. Je suis une juive, je dois remercier Dieu, même dans les États prussiens, d'être tolérée. Mais permettez-moi de vous assurer ici que je serai profondément offensée et que je gâcherai le plaisir que m'a procuré la traduction de cette petite histoire si quelques catholiques s'offensaient des expressions un peu fortes qui se trouvent ici et là contre les monastères. Je n'ose pas décider dans quelle mesure elles sont fondées ou non, mais en tant que traducteur, il aurait été présomptueux de ma part de les omettre. D'ailleurs, considérez qui profère ces insultes. Un jeune amoureux fougueux que l'on veut dépouiller de sa dulcinée. Qu'est-ce qu'une telle personne ne dit pas? Qu'est-ce qu'elle ne raconte pas? Heureusement, si l'on reste à des paroles imprudentes, un tel individu passe souvent des actes imprudents, voire criminels. Cette réflexion devait être une excuse à la fois pour l'auteur et pour moi. J'espère maintenant m'être suffisamment justifiée auprès des catholiques raisonnables, mais ceux pour qui tout est vain, une fois qu'ils se sont fait une opinion, eh bien, qu'ils me condamnent. Hated by fools and fools to hate, be that my motto and my fate. Je vais dire avec l'anglais,
et me consoler. Estergaard. La note d'Estergaard, et c'est sur ça que je veux terminer, est à la fois un reflet des tensions religieuses de son époque, mais elle est aussi une véritable réflexion sur son propre statut d'une personne doublement marginalisée en tant que femme et en tant que juive. Sa lutte contre la discrimination du sexe féminin et de la communauté juive est un fil rouge qui traversera toute son œuvre littéraire. Le point de départ de cet engagement intellectuel se trouve ici, dans une note de traductrice. Merci beaucoup.